Bienvenue les Cosmogeeks dans Multivers le podcast. Dans cet épisode, nous allons voyager dans l'univers de Christophe Geldron, fondateur et directeur éditorial de Naban Éditions. Christophe a été si disponible et intéressant que l'interview co-animée avec l'excellent Anma Manga nécessitera une deuxième partie qui arrivera très prochainement. Je vous laisse en compagnie des pilotes Anma Manga et Bubuzz. Bon voyage les Cosmogeeks! Bienvenue dans Multivers le podcast. Je suis accompagné aujourd'hui de Anma Manga, créateur du compte Instagram éponyme ANMAMANGA. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Christophe Geldron. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous les deux. Alors Christophe, bonsoir, tu es le patron de Naban Éditions. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que Naban veut dire ? Naban, c'est un très vieux mot japonais qui signifiait jusqu'au XVIe siècle sauvage du sud-est. Donc effectivement, ça avait plutôt tendance à qualifier les Coréens, les Thaïlandais, les Cambodgiens, enfin tous ceux qui venaient forcément par le sud du Japon. Et ça a commencé également à qualifier les Portugais quand ils sont arrivés au XVe siècle, XVe et XVIe siècle. Comme ils sont arrivés avec leurs images pieuses, ça a influencé l'art japonais, notamment tout ce qui avait été les triptyques qu'il y avait sur les panneaux, sur les choses comme ça. Et c'est devenu l'art Nanban. Donc je trouvais ça assez amusant parce que c'est un art qui a été très en vogue en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc c'est un art japonais qui s'est exporté après avoir une influence européenne, étrangère. Et donc voilà, je trouvais que ce mot résumait assez bien aussi ce qui s'était passé pour le manga. C'est-à-dire que même s'il avait son art propre d'avant-guerre, il a été beaucoup influencé par la bande dessinée américaine d'après-guerre quand les soldats sont arrivés. Les Japonais ont un peu digéré tout ça, ils l'ont refait. Après, ils ont exporté le manga. Donc c'est un peu l'histoire qui se répète, pas sous le même format. Donc je trouvais ça intéressant de revenir là-dessus. En plus, voilà, Naban c'est un palindrome, donc on peut le lire dans les deux sens, à la fois le sens européen de gauche à droite ou le sens japonais de droite à gauche. Donc voilà, donc je trouvais ça assez intéressant de choisir un nom qui en plus ne sonne pas particulièrement japonais. On n'est pas sur Kaze, on n'est pas sur des mots komiku, sur Pika, Kurokawa, Doki Doki. Voilà, qui cible bien. Là, moi, j'ai voulu un mot japonais, mais que même les Japonais ont oublié. Mais quand je leur rappelle, ils disent « Ah oui, effectivement ». Super, c'est un nom qui a du sens, c'est très bien. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta maison d'édition ? Oui, je l'ai lancé en 2019. C'est la deuxième maison d'édition que je lançais. Et j'avais envie un peu de faire une synthèse de tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire à la fois de l'ancien, puisque j'aimais bien faire des rééditions de titres connus ou moins connus, mais également pouvoir faire des titres beaucoup plus récents, des titres qui sont liés à des thèmes que j'apprécie. Ça peut être du polar, ça peut être de la tranche de vie, ça peut être du sociétal, et d'essayer surtout de faire en sorte que les publics arrivent à se mélanger. Donc ça voulait dire surtout ne pas avoir de collection, et que les gens puissent s'approprier, quel que soit leur âge, quel que soit leur genre, les titres que je propose, qu'ils soient récents ou anciens, plutôt destinés au Japon à un public masculin ou à un public féminin. Voilà, la trajectoire qu'on a là-dessus, c'est ça, et de toujours essayer d'ajouter quelque chose, de voir quelque chose au récit que l'on fait, pour pouvoir communiquer dessus, ce qui fait que chaque titre que l'on fait, on a des choses à dire, et aucun titre n'est innocent dans le choix que l'on a fait. Comment as-tu créé Naban Éditions et où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors, Naban s'est créé un peu comme une ultime tentative. Après la maison d'édition où j'étais avant, qui était Black Box, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et voilà, il s'était passé pas mal de choses. Je devais me relancer dans une activité et je m'étais dit, voilà, ce serait bien. J'avais l'impression de ne pas être allé au bout avec Black Box, donc voilà, j'ai lancé Naban seulement avec demande à Modigliani à la base. Très rapidement, quelques semaines après, j'avais acquis Old Boy, mais vraiment en me disant, voilà, la seule chose que je veux, c'est au moins aller au bout de ces titres-là,
Si ça continue, tant mieux. Si ça s'arrête, tant pis, mais au moins j'aurais réessayé. Et si je n'y arrivais pas, c'est tout simplement que je n'aurais pas pu y arriver. J'étais pas fait pour ça, quoi. En fait, titre après titre, le catalogue s'est étoffé. J'ai eu des bons succès avec Old Boy, Destination Terra, Boss ou Crève, qui s'est bien vendu également, jusqu'à donc l'année dernière. Et c'est ça qui a pu faire qu'on a pu passer à la vitesse supérieure cette année, puisqu'on va faire quasiment un peu moins, 1,5 fois plus de titres que l'année dernière, avec des titres qui ont très bien démarré, comme Anna et le Prince d'Albion, qui, pour un public féminin auquel je n'étais pas jusqu'à présent très attaché, ou en tout cas que je ne savais pas vendre correctement, jusqu'à l'arrivée de mon associé actuel, qui lui est très fort là-dessus, et également les retours par rapport à Venus Wars, par rapport à Fumano Kojiro, qui là apparemment va être le meilleur placement de l'histoire de Naban, parce que j'ai quand même placé 2 fois plus qu'un manga normal, donc ça fait très plaisir. Donc voilà, la société se porte bien, elle est toujours fragile, parce que quand on est éditeur, c'est beaucoup d'argent dehors, et c'est beaucoup évidemment d'investissement. Mais actuellement, ça se profile bien. Pour Kojiro, 2 fois plus de placements qui prennent également 2 fois plus de place que d'habitude, vu que c'est des tomes de 750 pages. Oui, alors même presque 4 fois plus, parce que dedans, il y a quand même l'équivalent de 4 tankobon classiques, puisque c'est vraiment comme ça vient du Jump, du coup, c'est vraiment 4 Jump qui sont là présents. Mais voilà, c'est des titres, pour le coup, vraiment patrimoniaux et qu'on voulait faire, que je voulais faire depuis longtemps, mais c'est pareil, c'est un peu comme Destination Terra ou même Old Boy, c'est juste que je voulais me faire plaisir. Et il se trouve que ces titres-là ont trouvé leur public. Kojiro, en tout cas, a eu l'oreille des libraires qui vont pousser le titre, sachant que aussi, il y a une actualité du côté de Kana, qui est la réédition du Perfect de Senseiya, et du 3e tome des Chevaliers du Zodiaque de Jérôme Alquier. Et on va tous sortir ça le même jour. Et alors chez Naban, aujourd'hui, combien de personnes travaillent et quels sont leurs rôles ? Actuellement, on est 2. Alors, il y a moi qui m'occupe évidemment d'un peu tout, c'est-à-dire donc évidemment de l'acquisition, des discussions, des plannings, tout ce qui va être la production des mangas, de la traduction, la PAO, l'impression. À côté, il y a aussi Alexandre qui, lui, à la base, était entré chez Naban pour s'occuper des réseaux sociaux et qui, là, depuis 1 an, avait commencé à me proposer des titres et maintenant commence à s'occuper quasiment tout seul, voire tout seul pour certains, des titres qu'il a choisis depuis l'année dernière. Donc c'est le cas pour L'Aigle écarlate et le Yeti, ça va être le cas pour Her qu'on va sortir fin novembre. Voilà, pour l'instant on essaie de trouver l'équilibre entre la façon de gérer et également le partage des tâches, suivant là où chacun est un peu plus compétent. Lui est très compétent en marketing, ce qui fait qu'on est très présent sur les réseaux et que les gens apparemment apprécient son travail. Mais également, voilà, quand ce sont les titres qui lui tiennent à cœur, c'est lui qui s'en occupe de A à Z maintenant. Donc il voit lui aussi avec les graphistes, les traducteurs et tout ça, parce qu'il a aussi son idée sur la façon dont le livre doit être fait. Ce n'est pas forcément une copie parfaite de l'édition japonaise. Des fois, c'est la jaquette qui va être changée un petit peu. Des fois, ça va être un petit peu l'intérieur avec l'ajout de pages couleurs, choses comme ça. Ça, maintenant, lui aussi s'en occupe, tout comme moi. Je me suis occupé de A à Z de Kojiro, de Jésus ou de Venus Wars parce que, clairement, c'est plus mon genre de lecture que les siens. Avant de devenir le directeur de Naban, tu as eu un parcours lié au monde du manga et de la japanime, un terme que seuls les anciens connaissent. Tu nous en parlais. Oui, c'est vrai que j'ai vraiment commencé là il y a 24 ans, presque 25 maintenant si on compte un peu ce que je faisais sur Internet à une époque où il y avait 3 sites qui devaient exister sur le manga en français. Tout au début avec une bande d'amis, j'étais rédacteur un peu comme ça, voilà, à mes heures perdues sur un petit site qui s'appelait Second Impact, et où on faisait des reviews d'animés, on essayait de prendre des screenshots, on essayait de faire des courtes vidéos, mais on était sur du 56K à l'époque. Donc. Mais on était quand même parmi les sites les plus visités, peut-être pas de France, mais en tout cas de
du genre, on était des fois, on disait, oh là, il y a eu 300 000 visites dans le Ah oui. mois. Ah oui, non, mais vraiment, mais c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, on faisait des reviews, moi surtout, je faisais des reviews des vieux animés, qui en plus, à l'époque, comme il n'y avait pas Internet, n'étaient pas sur Internet, commençaient à tout juste être mis en VHS. Le DVD n'était pas encore là. Donc des fois, je récupérais des cassettes, je récupérais des choses comme ça pour vraiment faire une review entière d'une série. Alors j'en avais fait évidemment sur GoldenEye, j'en avais fait sur Albator, sur Galaxy Express, j'en avais fait sur plein de choses, sur Albator 84. Et c'est ce qui fait que j'avais été un peu repéré à l'époque pour Manga Distribution, qui eux cherchaient pour leur catalogue des gens qui pouvaient faire des articles un peu longs pour accompagner le catalogue, ce qui était une façon pour eux de passer pour une publication, donc d'avoir les avantages en kiosque d'une publication et non pas juste d'un vulgaire catalogue. Mais c'était bien, parce que du coup, ça permettait de refaire le point sur plein de séries que les gens avaient oubliées. Et de fil en aiguille, voilà, quelqu'un est parti de chez eux, et j'ai spontanément envoyé mon CV. Ils m'ont accepté, voilà, ça s'est fait en 1 ou 2 mois. Je suis parti de Rennes pour aller dans le sud à Brignoles. Et voilà, j'ai commencé comme ça, surtout au départ, à m'occuper des mises à jour sur Internet et à répondre aux gens sur les forums. C'est là où j'ai appris la patience. Et j'ai appris le monde fabuleux des trolls, donc ça fait 20 ans que les trolls, C'est toujours d'actualité. Oui, mais c'est les mêmes méthodes, c'est ça qui est amusant, c'est que c'est les mêmes méthodes, donc ça me toujours préféré en rire de tout ça. Et puis de fil en aiguille, bah, il y avait une équipe qui se montait, il y avait les Click Images qui avaient commencé, qui était la partie vraiment édition physique de Manga Distribution. J'étais le seul à parler anglais, je voulais faire ce genre de choses-là. Et c'est là où vraiment au niveau du déclic, ça a pu commencer et où là vraiment j'ai appris le métier sur le tas, entre les rendez-vous avec les Japonais, les contrats, les négociations de prix, les matériels à faire arriver, les ventes télé, les doublages. Ça a été quelques années très très riches parce qu'à l'époque on était dans un marché qui était en train de se créer vraiment, enfin d'exploser grâce grâce au DVD, pardon. Ça m'a vraiment permis de tout apprendre en 4 ans, je dirais. Ah, effectivement, j'imagine que ça a été très formateur. Et alors après? Après, j'en suis parti parce qu'à l'époque, c'était un peu compliqué. Le Manga Distribution, alors, dont les fondateurs sont toujours là, puisque c'est eux qui ont IDP, Meian. Maintenant, ça a toujours été très familial. Donc on sent bien que à un moment c'est difficile. Alors j'avais de responsabilités, hein. J'étais très content, hein. J'avais augmenté de poste, de statut, le salaire aussi. Donc là-dessus c'était très bien. Jamais personne ne pourra leur reprocher ça. Par contre, voilà, il y a un moment où on sent bien que même si on voit que ça se développe énormément et que ça se fait, il y a une sorte de barrage sur le fait qu'on n'est pas de la famille. Et que malheureusement, il y a aussi d'autres personnes qui sont de la famille qui peuvent vous voir un peu comme une menace. Donc à un moment, voilà, je me suis rapproché d'Alexandre Huchès, qui est toujours le fils de Bruno Huchès, qui avait fondé DDH et qui avait importé toutes les séries japonaises du début des années 80, enfin une grosse partie en tout cas, et qui à un moment, voilà, m'a proposé de le rejoindre puisqu'il voulait faire un label vidéo, créer un label vidéo de toutes pièces. Et la paye était intéressante, le poste était intéressant. J'ai préféré partir. Voilà, le patron de Manga Distribution l'a toujours voulu. Je pense qu'il m'en veut toujours d'ailleurs, parce que je pense qu'il a vraiment pris ça comme une trahison, mais c'est plus le fait, encore une fois, dans ce genre de société qui se développe extrêmement vite. Quand je suis parti, entre Manga Distribution et des Click Images, je crois qu'il devait faire quelque chose comme 35 millions d'euros. Ah oui. C'est un truc, c'est incroyable ce qu'ils faisaient. Ils avaient 40 employés. Ils avaient de la concurrence à l'époque, hein? Non, parce qu'il avait habilement manœuvré pour étouffer toute la concurrence. C'est pas un jugement de valeur, hein. J'admire l'homme pour ce qu'il a fait, je n'apprécie pas ses méthodes, mais très vite, avec Manga Distribution, il a essayé de se rendre totalement indispensable. Que ce soit pour Kazé, qu'il avait racheté en 99 quand ils ont fait faillite, 99 ou 2000, et il a renommé Cédric Littardi à la tête de cette boîte alors qu'il en avait été viré une première fois. Lui dit que ça a été sa pire erreur. Il aurait dû tuer Kazé directement, récupérer les licences. Voilà, c'était parce qu'il voulait récupérer le dos. Il a fait ça. Il a vu que les autres, comme Dybex, n'allaient pas bien, donc il proposait quand même de le faire. Alors, il y avait toujours un jeu d'interdépendance avec AB Vidéo,
puisqu'il faisait absolument tout. En fait, à part la duplication de VHS au départ, il faisait tout le packaging, toutes les choses comme ça. Il achetait directement les stocks, il revendait ensuite. Il faisait pareil avec IDP, qui à l'époque appartenait à Yves Luchez. Et quand il sortait les Tom Sawyer, pas Heidi, parce que Heidi c'était des clics. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Booba, surtout, ce genre de titre-là. Bon, bah, c'est vrai que très rapidement, IDP est devenu totalement dépendant de cette société Manga Distribution. Donc, ils sont devenus incontournables et ça lui a permis de faire absolument ce qu'il voulait. Y compris dire à un moment, non, tes prix sont trop hauts, mais je vais te prendre plus de quantité, mais tu vas me baisser le prix. Enfin, jusqu'au moment où, forcément, au bout d'un moment, les gens craquent et en ont marre, continuent à se demander, mais pourquoi les gens ne me suivent pas? Bah oui, c'est parce que tu ne respectes pas vraiment les règles. Les règles commerciales sont des... Au lieu de faire ça de les traiter comme des partenaires, on les a plus, au bout d'un moment, traités comme des variables d'ajustement, ce qui est un peu dommage. Voilà, c'est vrai qu'à l'époque, c'était totalement incontournable. Si tu voulais vendre de l'animation japonaise, il fallait passer par lui, et on peut juste remarquer que lui est toujours là 25 ans après, alors que tous les autres... soit sont partis, ont fermé, ou ont été rachetés comme Kazé. Alors donc cette étape suivante que tu as esquissée. Chez RCP, c'est là où on a fondé le label Kero Vidéo. L'avantage, c'est que RCP, je connaissais bien leur catalogue, puisqu'ils vendaient déjà pas mal de choses avant qu'il y avait la distribution, mais surtout les séries américaines, genre Les Maîtres de l'Univers, Transformers, Cosmo 4, d'autres séries japonaises. Enfin bref, voilà, faudra que je me rappelle. Prince Saphir, Nell, voilà. Donc ils avaient récupéré tous ces droits-là, et ils avaient par contre les droits télé, donc c'était bien, parce que du coup ça me permettait de m'occuper aussi un petit peu de télé avec celle qui était en place à l'époque pour s'occuper de la télé aussi, mais avaient aussi l'envie d'acheter des séries, donc c'est pour ça quand je suis arrivé, ils avaient déjà acheté Hajime no Ippo, ils avaient acheté Gankutsuo, donc on pouvait créer un label, et puis il y avait des séries qu'on pouvait prendre après. Il y a eu Beautiful Joe, Keroro, qu'il avait acheté aussi à l'époque, avant que j'arrive. Donc voilà, sur le papier, ça se présentait très bien, avec aussi cette petite carotte tendue, c'est qu'ils étaient en train, depuis quand même pas mal d'années, d'essayer de récupérer les droits de Goldorak et Candy. Alors Candy, c'était très long terme, puisque évidemment les autrices ne se sont jamais entendues. Pour Goldorak, c'était pas fait, mais allez... 6 mois ou 1 an après que je sois arrivé, ça aurait pu se faire. Parce que l'avantage, c'est qu'ils connaissaient la famille de Gonagai et ils connaissaient bien Toei au Japon. Donc, il arrivait encore à essayer de manœuvrer, je parle de Bruno Huchez, il arrivait à leur discuter, à tenter de les mettre d'accord pour enfin renouveler ses droits qui étaient bloqués depuis quasiment 10 ans. Sauf qu'évidemment, pendant cet été-là, en 2005, quand je suis parti, les coffrets Goldorak sont apparus mystérieusement chez Manga Distribution. Sacrée histoire, ça aussi. Et il a fallu faire... Alors, on devait faire ça de toute façon, quoi qu'il arrive, on devait lancer Kero avec, hein, mais du coup, on savait qu'on n'aurait plus jamais l'opportunité de sortir Goldorak par la suite. Que là, ça allait partir pour des années de combat juridique. Donc on a essayé de faire le label vidéo, on a beaucoup travaillé sur la charte graphique, on a beaucoup... Voilà. Entre ce qui était dit, entre les promesses de laisser un peu les mains libres, et le fait d'avoir un patron aussi... un patron qui n'y connaissait pas grand-chose parce qu'il était quand même assez jeune, son père qui lui par contre était extrêmement présent et envahissant, et là aussi c'était des jeux pour un peu pousser du coude, et voilà, l'aventure n'a duré qu'1 an, on a pu sortir quelques petites choses, on avait sorti Gem, on a sorti... alors après que je sois parti, il y avait quand même du Beautiful Joe qui est sorti aussi, on avait sorti l'Aventurier du Bosco, mais le réseau de distribution n'était pas le bon, donc on voulait un vrai réseau de distribution, et quelle lubie, je ne sais pas, on s'est retrouvé avec un soldeur qui, quand on lui parlait de coffret, on lui disait voilà, on va sortir par coffret, parce qu'il fallait suivre ce que faisait Manga Distribution, on va le faire à, je sais pas, 40 €, il y a 4 galettes, ils étaient en train de calculer le prix par galette. Ah oui, c'est un peu cher. Oui, vous les vendez à 2 € dans les bacs à Carrefour, comme il y avait à l'époque. Donc oui, donc ça allait pas. Donc ça a été difficile à mettre en place, et puis les résultats, forcément, n'étaient pas tellement là. Voilà. Mais non, mais on s'est... Là encore, c'était assez formateur pendant 1 année, parce que j'ai pu aller au Japon, j'ai fait le MIP TV, j'ai fait le MIP qui est le marché des programmes à Cannes, on a vendu à la télé, j'ai continué à faire du doublage entre Hippo, Kiroro, qui s'est retrouvé avec un autre doublage ensuite quand la boîte a été, quand les droits ont été rachetés
par Dargo. Enfin, ça a été là encore une belle aventure qui s'est finie un peu trop tard parce qu'on avait même, on vendait à France 5, on avait vendu Gigi à France 5, on avait vendu Beautiful Joe à Fox. Ça tournait bien, Voilà, problème de gestion. C'est-à-dire l'exact inverse. L'exact inverse de la première fois, où là, il y avait énormément d'argent, mais il fallait pas le dépenser. Et là où ils ont tout dépensé, alors qu'on avait beaucoup de succès. Et alors après cette année? Après cette année, on était avec 3-4 amis. On se connaissait de manga distribution, on s'était suivis. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on part chacun dans notre coin? Puis on s'est dit, allez, la prochaine étape, maintenant qu'on a eu 2 employeurs, c'est de le faire nous-mêmes. C'est là où en 2008, on a créé RG Square avec le label Black Bones, où là, on essayait d'être directement sur de la vidéo nostalgique, des fois inédite. Donc c'est pour ça qu'on a sorti Bubblegum Crisis, on a sorti les OAV de Tough, le manga de baston, on a sorti RG Veda, on a sorti les Chroniques d'Arslan, Tokyo Babylon. Et alors, étrangement, on arrivait quand même à être 3 ou 4. Ça a duré que 3 ans parce qu'il y a eu la crise en 2008 et la crise économique. Mais finalement, je me rends compte avec le recul que finalement, on arrivait à bien vivre quand même pendant un certain temps avec cette boîte parce que le marché de la vidéo était encore assez dynamique à l'époque. Donc ça permettait, même avec un distributeur lambda, on était avec 9e Dimension qui appartenait à Dybex. Donc on était bien distribués. À l'époque, on faisait pas encore de vente. Évidemment, la VOD et la SVOD n'existaient pas. La télé, on n'a pas vraiment pu le faire, mais la vidéo nous suffisait à l'époque. Mais la crise étant là, on a un de mes associés, Ludovic, qui a bien senti que ça allait pas tenir et qui a cherché un travail ailleurs. Il a bien fait parce qu'il y est toujours, au bout de 15 ans, donc c'est très bien pour lui. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés qu'à 2, et puis, sachant que RG Square et Black Bones étaient condamnés, on a rouvert une autre boîte à côté, qui était Black Box. On est reparti de zéro, mais on a pu mieux se débrouiller de l'expérience acquise pendant ces 3 années à vraiment gérer une boîte, ce qu'on n'avait jamais fait, ce qui fait que ça a beaucoup mieux marché. Et on a pu sortir plein de titres en DVD, en Blu-ray, on a pu faire des ventes télé. À cette époque-là, par exemple, ce qui était bien, c'est que j'avais pu voir pour vendre des Sherlock Holmes ou vendre les séries de Mondo TV. Donc c'était c'était sur de Blanche-Neige, la légende de Zorro, le livre de la jungle, tout ça, et c'était de l'argent entre guillemets facile, je me comprends, dans le sens où comme c'était européen, automatiquement ça faisait du quota. Donc on pouvait vendre quelques séries japonaises et compenser ça par du quota derrière. Donc on pouvait vendre à manga, on vendait à J1, on vendait à Game One. C'était pratique. C'était bien et pratique. C'est là où je me suis vraiment mis dans le manga dès 2012, parce que ça m'embêtait. Pendant ces 12 années, j'avais toujours été dans la vidéo, mais en fait, j'ai toujours préféré le manga. Je préfère le manga, je trouve ça plus sympa d'avoir vraiment l'accès direct à l'auteur. J'adore l'animation, j'adore regarder les animés, mais faire de la vidéo, le problème, c'est qu'à part choisir éventuellement la jaquette, ça, des fois, je le répète souvent, donc je vais me répéter si quelqu'un m'a déjà entendu, mais ça se limite. La galette, on peut pas la choisir. On peut pas choisir tel type de Blu-ray avec un effet, avec un machin. Non, c'est un Blu-ray, c'est un Blu-ray. On peut jouer sur le packaging, mais ça reste quand même quelque chose de rectangulaire. Et on peut jouer un petit peu avec les matières, mais bon. Surtout que les Japonais, ils aiment bien cadrer le packaging et tout. Énormément, bien sûr. Donc c'est vrai qu'on ne pouvait pas faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, au bout d'un moment, ça devient un travail que j'apprécie au niveau de l'animation, mais je préférais quand même m'attaquer un petit peu au manga, peut-être avoir accès directement à des auteurs, choses comme ça. Donc en 2012, l'occasion s'est présentée. Aucun éditeur ne voulait travailler avec nous parce qu'on n'avait pas fait de manga, aucun agent ne voulait non plus parce qu'on n'avait pas de manga. C'est le syndrome de la boîte de nuit, c'est-à-dire que vous pouvez pas rentrer. Non, vous pouvez pas rentrer, vous n'êtes pas un habitué, mais si vous n'êtes pas habitué, vous rentrez pas. Bon. c'est un peu. Et là, ça a pu commencer parce que je suis passé par un site qui appartenait toujours, je crois, à Kanakamatsu, qui est l'auteur de Lovina. Lovina, Negima, j'en oublie un qui est encore plus important. Mais lui, en fait, proposait sur son site de visionner des mangas qui n'étaient plus faits avec les auteurs, avec les éditeurs, je veux dire, et dont les auteurs avaient récupéré les droits. Et plutôt que d'avoir du scan illégal, il scannait tous les mangas et il les proposait sur son site avec de la pub. Et ça rémunérait un petit peu les auteurs. Et voilà, j'ai su que les auteurs étaient propriétaires de leurs droits, donc on est passé par lui pour avoir au départ le titre de Masako Yoshi, pour avoir le collège Foufoufou, tous ces titres-là, c'est ce qui nous a permis de nous lancer, de nous faire un peu connaître. On a pu se développer, on a pu faire du Cobra, on a pu faire Goldorak, Mazinger Z, toute la collection de Gonagai
que j'avais supervisé à l'époque, Devilman, Amon, la Divine Comédie. Ça fait pas mal quand même, en 1 an ou 2 ans qu'on a fait. Jusqu'en 2016, où là c'est parti vraiment en vrille avec mon associé. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, je n'ai finalement pu me relancer encore une fois avec Naban que 2019, alors qu'effectivement j'avais arrêté toutes mes fonctions et tout ce que je faisais en 2016. Et donc voilà. Et c'est là où j'ai pu lancer Naban tout seul, sereinement, avec toute cette expérience acquise au bout de 15 ans quand même. Un énorme parcours avec plein de cordes à ton arc qui font toute la galaxie des métiers qui tournent autour du manga et de l'animé au final. Absolument. Il manque pas grand chose, quoi. Tout à fait. Alors on va revenir un petit peu à Naban. Justement, Naban, tu nous l'as un peu expliqué tout à l'heure, il publie à la fois des ouvrages patrimoniaux et des nouveautés. Et tu nous as esquissé un petit peu les choses. Comment se fonde cette identité et comment sont effectués les choix des licences qui sont éditées? Le choix, on va dire, en tant que petit éditeur, le choix, déjà, de manière très pragmatique, et franchement, je le dis sans aucune aigreur, animosité, ou je le dis vraiment de manière très premier degré, c'est que déjà, on choisit ce qu'on nous laisse. Clairement, on ne peut pas rentrer en compétition face à des éditeurs installés qui veulent des titres, parce que eux vont mettre plus, pas forcément beaucoup plus, mais plus que ce que nous, on est capable de mettre. Donc, une fois que tout ça a été écrémé, il reste quand même énormément de titres et d'éditeurs au Japon pour faire un choix. Et donc ces choix que l'on fait, quand j'avais initié ça, comme je disais, c'était vraiment des envies personnelles en se mettant à la place du lecteur en fait. Je suis un gros lecteur de manga, et puis on en parlait avant l'émission, déjà j'avais acheté les Dragon Ball, les Slump. J'ai commencé vraiment à en lire quand le premier Slump est sorti. Parce que c'est là où ils ont commencé. Il y a eu Gun, il y a eu Slump, il y a eu Sailor Moon, les premiers Glénat, les premiers Tonkam avec Video Girl Eye. Donc c'est là où j'ai commencé à pouvoir les lire. Donc voilà, ce que j'aimais, c'était cet esprit sur le fait qu'on pouvait très bien passer de RG Veda à Gun, à Dragon Ball, à Crying Freeman, à tout ça, sans savoir d'où ça venait, uniquement en se disant « Ah, c'est sympa ». Voilà, c'était la seule condition, il fallait que ce soit sympa en tant que lecteur, et j'ai voulu refaire ça avec Naban. C'est-à-dire que cette première partie préhistorique du manga, les collections n'existaient pas. On ne disait pas shonen, shoujo, seinen, il n'y avait aucune catégorisation, c'était juste à la limite pour un public masculin ou pour un public féminin, mais ça s'arrêtait à ça, quoi. C'était plus des thématiques en plus, hein. C'était de l'historique, c'était de la romance, c'était de la science-fiction, c'était du cyberpunk, donc voilà. Et j'ai voulu reproduire un petit peu ça. C'est pour ça que, par exemple, 17 ans, une chronique du mal, qui est un manga extrêmement dur sur le kidnapping, le viol et les sévices faits à une jeune fille au Japon à 17 ans par des lycéens, est paru dans le même magazine que Lupin 3, que Old Boy, c'est manga action, mais l'énorme majorité des ventes que je fais sont auprès d'un public féminin. D'accord. Je ne l'ai pas classé en seinen. Ce manga me paraissait intéressant parce qu'il était sorti en Italie et j'ai des amis italiens éditeurs qui m'ont dit bah, tiens, t'as ça, il est vraiment très très bien. Et en plus, j'avais pu lire jusqu'à la fin, donc ça pouvait me rassurer sur le contenu. Eh bien, il se trouve que le public a répondu présent, mais un public majoritairement féminin. Je me rends compte en vente par correspondance, puisqu'on a le nom, quasi tout le temps sont des femmes. Je le vois aussi sur les salons, où la majorité sont des femmes, parce que ce que l'on oublie au niveau des femmes, c'est qu'elles ne sont pas des petits êtres fragiles, mais qu'en plus elles adorent tout ce qui va être criminel. Déjà, elles aiment beaucoup les polars, l'horreur. Ça, c'est un titre qui, en plus, je pense, en tant que femme, je ne peux pas me mettre à leur place, peut-être leur parle aussi, peut-être en tant que personne qui, j'espère, n'a pas vécu ça, mais peuvent se sentir concernées, ou peut-être parce qu'elles ont des enfants et que comment on pourrait réagir à ce genre de choses-là. À partir du moment où on explique, on s'en rend toujours compte, hein, à partir du moment où on explique sur Internet, quand on fait une petite review, quand quelqu'un en fait une, là il y a Mademoiselle Soso qui l'a fait il n'y a pas longtemps, qui en a parlé, ou quand on fait nous des petits reminders sur les réseaux sociaux, boum, automatiquement ça déclenche des ventes. Il faut toujours par contre qu'on explique un petit peu, parce que les gens trouvent ça un peu glauque. Pardon, je disais, en plus c'est tiré d'une histoire vraie. Et en plus, voilà, c'est
ils ont pris les éléments de l'histoire vraie, mais en se concentrant beaucoup plus sur tout ce qui va être le comportement des garçons, de la police et de la famille chez qui la fille est séquestrée, où les parents ne disent absolument rien par peur du gamin. Donc ça s'adresse à ça, c'est pas une reconstitution. Et voilà, par exemple, le simple fait de dire ça, souvent, ça a permis de déclencher énormément de ventes en salon, en VPC. On continue à avoir des ventes régulières en librairie. Tous les mois, on a des relevés. Le titre continue à se vendre, 10, 20 tomes, du tome 1, tous les mois. Et on n'a pas de retour. Donc c'est vraiment soit des libraires qui veulent remettre en avance, qui ont vendu, soit peut-être des commandes particulières, ou auprès des libraires, mais ça continue à se vendre. Et donc ça m'a vraiment aussi beaucoup guidé dans le fait qu'il ne fallait absolument pas de collection, et qu'il fallait par contre des choses où on pouvait parler derrière. C'est-à-dire que les titres, à chaque fois, tous les titres que l'on sort, on peut en parler. On peut en parler, je ne vais pas dire pendant des heures, mais en tout cas, ce sont des titres qui sortent pour une raison historique, une raison sociétale, sur le fait qu'effectivement, ça peut être... Alors, Old Boy, c'est un pur polar, mais les gens adorent se déchirer sur la fin, par exemple. Que tout le monde n'est pas d'accord sur la fin. Il y en a qui la trouvent bien, il y en a qui la trouvent mauvaise, il y en a d'autres qui comprennent ça sur cette fin et d'autres qui en comprennent une autre. Enfin, c'est très amusant. Mazarian, c'est pareil, c'est un titre, on peut se dire, c'est juste de la SF, avec ces personnes qui se retrouvent mêlées à des objets ou à des animaux. Voilà, ça peut être considéré ça. Ou aussi plus prosaïquement, ça peut être aussi mis sur la place des individus différents dans la société. Et ça se lit très bien. Mais on peut lire dans les deux sens. On peut lire comme on veut. Et donc au niveau de Naban, ce que j'essaie souvent, c'est de faire ça. Terra, c'est pareil, ça peut être soit un vieux classique de la SF, soit être vu comme qui peut nous attendre avec la place des machines, avec la destruction de l'environnement, avec les choix forcés de l'automatisation et de la perte du destin de l'homme au profit du choix des machines. Donc tous les choix que l'on fait sont de ce prisme-là. C'est-à-dire que on peut éventuellement assumer un manga complètement divertissant. Magic Nail Art, par exemple, c'est un vrai divertissement qui a trouvé son public parce que c'est un isekai, c'est certainement le seul isekai qu'on fera, mais qui est drôle, qui est original, sur le nail art, sur une amatrice de nail art qui se retrouve dans un univers d'heroic fantasy et où justement procure les pouvoirs, ce qui permet de focaliser les pouvoirs, c'est le nail art. Voilà. On n'a pas grand-chose en soi de plus à en dire, à part que le dessin est génial, l'histoire est vraiment sympa, on s'amuse bien. Donc là, voilà, c'est aussi des choix qu'on assume derrière. Par contre, après, quand vous regardez, notre meilleure vente actuellement, c'est Anna et le Prince d'Albion, qui fonctionne très bien. On a tout écoulé en 2 mois. On a été en rupture de stock en 2 mois. C'est la première fois que ça m'arrive depuis Old Boy, en aussi peu de temps. Là, par contre, c'est parce que c'est un manga qui est extrêmement féministe, où c'est quand même une jeune fille qui se rebelle, un peu à la Lady Oscar. Elle s'en aime pas quand je fais ce genre de comparaison, mais c'est juste que moi, ça me parle. Comme comparaison, on voit aussi la politique, on voit la place, parce que ça fait très ancien régime, donc on voit la place des dominants par rapport aux dominés, ça parle de tout ça. Là, c'est pareil, on peut en parler longuement. Donc voilà, tous les choix que l'on fait, on n'a pas envie d'être... ce que je dis toujours, c'est qu'on n'a pas envie d'être aussi militant que Akata, par exemple, qui fait ça très très bien et qui a une fibre militante. Moi, je l'ai, mais j'ai du mal. J'ai du mal à l'exprimer sans que ça paraisse un peu fake. Alors que ça va être pourtant ce que je ressens, mais je vais pas forcément trouver la façon de l'exprimer. Je trouve ça beaucoup mieux de montrer aussi quelles sont mes valeurs à travers des mangas de fiction où il va y avoir quelque chose en plus. Voilà. C'était le cas aussi pour Boss ou Crève, où là, bon, c'est ce que j'allais dire. Voilà, je m'en doutais. Voilà, on est dans du divertissement, mais il y a quand même un fond derrière. Et c'est ce que je dis avec ceux qui sont un peu cinéphiles, c'est un peu comme le cinéma de McTiernan. C'est-à-dire que Die Hard, tu peux le voir juste comme un gars qui essaie de sauver une tour, ou alors aussi comme les angoisses de l'époque de l'invasion japonaise dans les années 80 des sociétés face aux petits qui sont un peu entre le marteau et l'enclume par rapport à ces luttes
de pouvoir, ou Predator, où c'est le retour à la nature, soit on peut le regarder comme un gros film bourrin où tout le monde se castagne, ou comme l'homme face à la nature, comme une réminiscence de la guerre au Vietnam. Donc voilà, j'aime beaucoup ce côté-là. C'est ce que j'essaie d'insuffler dans le catalogue. Ça marche aussi avec Verhoeven d'ailleurs. Pareil. C'est voilà, un de mes films préférés, enfin quasiment un de mes films préférés, c'est évidemment c'est Starship Troopers, et ça me fait tellement marrer. Déjà à l'époque, je l'ai vu en 97 quand il est sorti, mais déjà à l'époque, quand les gens le prennent premier degré, prennent ça pour un film de fasciste, voilà, ça me fait hurler de rire et en même temps ça me fait peur. Parce que quand même que les gens puissent voir ce genre de film-là comme un truc, oui, regardez, ils sont habillés comme des nazis. Oui, voilà, c'est peut-être. Demandez-vous pourquoi ils sont habillés comme des nazis. Il y a peut-être une raison. Pourquoi les gens ils vont bazarder des bébêtes qui font 5 ou 6 mètres de haut avec des FAMAS. Complètement con en fait. Donc voilà. Donc j'aime ce côté divertissant. C'est ce que j'aime, à cause du cinéma, je pense, et en même temps le message sous-jacent qu'il y a derrière qui nous permet de parler d'un titre aux gens. En 2024 d'ailleurs, The Boys subit exactement la même chose, la série. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui se rendent compte qui se rendent compte que le protecteur, au final, mais attendez, mais c'est pas un fasciste, lui, en fait. C'est pas le gentil, en fait. Ah mince. Voilà. Mais ça veut dire que quand même, pendant 3 saisons, il y en a... Alors, j'avais lu le comics, c'est très amusant d'ailleurs de voir les différences. Quand on voit la réaction des gens maintenant, de se dire, mais attendez, pendant 3 saisons, avec tout ce qu'il faisait, vous croyez qu'il était gentil, mais c'est quoi vos valeurs, à la base? C'est ça. C'est juste que là, la 4e saison, c'est explicite, et à ce coup, les mecs sont là, mince. C'est un aparté, mais le créateur de la série disait que sa série était beaucoup de choses, mais que Subtil ne faisait pas partie des choses qu'elle était, de toute manière. Enfin, la saison 2, c'est vraiment des nazis. mais dès le départ, enfin, je veux dire, le mec est complètement misogyne, starbé, il se met à tuer n'importe qui, ça se voit tellement dès le départ, mais ça montre bien quelque chose. Quand la sortie du comics il y a 15 ans, je crois, il avait fait il y a 15 ans, je crois. Je suis pas sûr parce que je l'ai lu sur le tard, donc je sais plus à quelle date il était sorti. Moi, je l'ai lu au fur et à mesure de ses sorties, mais je me souviens plus. Je dirais 20 peut-être, mais un peu même moins. 20. Bon moi je l'ai lu. En fait, en réel, je l'ai lu il y a 4 ans, quoi. Donc la première fois. Donc, c'est pour ça que j'ai pas les dates en tête. Totalement dingue de se dire que à l'époque, les gens prenaient ça pour quelque chose de marrant, et ils voyaient totalement le second degré et le propos sous-jacent, et ne le voient pas maintenant. C'est fou ça. Parce qu'on nous a habitués à quelque chose. Enfin, on a habitué une partie de la population à un style de discours. Comme Idiocratie, on le regarde maintenant, on est là, sympa le documentaire. Ouais, non, ça fait peur, vraiment. alors que quand il est sorti il y a 20 ans, les gens étaient là, on ne peut pas devenir aussi con quand même. C'est vrai. Jusque dans le langage et la façon de parler en fait qu'on retrouve aujourd'hui. Pourquoi vous mettez, je sais plus le nom du produit énergétique sur les plantes, c'est parce que c'est marqué énergétique, donc ça fait pousser les plantes. Mais oui, mais les plantes poussent pas. Oui, mais sur le produit, c'est marqué que c'est énergisant, le truc est sans fin, et jusqu'au moment où ils se retrouvent. Mais regardez, avec de l'eau, ça marche. C'est quoi l'eau? Maintenant, l'eau, c'est pour les chiottes. 2006 pour le début de The Boys, donc 18 ans. Ah voilà, ouais. Donc effectivement ça. Et c'est ce que j'aime dans le manga, c'est ce que j'aime dans Boss ou Crève, c'est ce que j'aime dans ce genre de choses-là, c'est que quand on regarde Destination Terra par exemple, que j'avais vraiment choisi pour ça, c'est le fait que ça date de 77, que le discours, on est totalement dedans. On est totalement dans les IA, on est totalement dans le fait qu'on a beau prévenir, la Terre est en train de mourir, mais personne ne fait rien, et que dans Terra, c'était quoi la solution? C'était de tout confier aux machines et de partir de la Terre. Et quand on écoute certaines personnes qui possèdent des voitures ou des réseaux sociaux, quand on regarde ce que le mec veut faire, c'est ça. On va coloniser Mars, je vais faire des grands trucs pour voyager jusqu'à Mars, pour terraformer, pour faire des machins. Ouais, en fait, t'as pas envie de t'occuper de la Terre, t'as envie de partir. Et en plus, de confier à des IA, et grâce à des implants dans le cervelet qu'il est en train de développer. Il y a 45 ans, Takemiya en parlait. Elle n'a pas inventé. C'était renseigné avant. C'était une grande tendance de la SF de l'époque, dans les années 70. Ce côté fin du monde, ça se voyait partout. Mais elle avait fait une très belle synthèse avec tout son talent. Donc voilà, tous les titres à chaque fois sont choisis comme ça, parce qu'ils doivent apporter un petit plus et ne pas juste surfer sur une tendance. Si un jour, évidemment, on en a un où je sais que j'en vends 30 000 en 2 mois, je ne vais pas cracher dessus.
hein, je suis quand même raisonnable. Mais pour l'instant, par rapport au choix qu'on nous laisse, on a quand même largement le temps d'avoir le choix. Et en plus, sont des mangas qui signifient quelque chose en tout cas. Justement, en parlant de ça, quel serait le titre que vous aimeriez ou rêveriez d'acquérir pour le proposer au public? Alors c'est compliqué parce que si je le dis, je me suis rendu compte que les autres des fois vont prendre. Donc ça va être un peu compliqué. Non, c'est très très compliqué à répondre comme question, là j'avoue. Je suis en train de penser récent ou ancien. Récent, là j'ai pas de truc en tête. Pas parce que je veux pas répondre, hein, mais c'est parce que vraiment j'ai rien en tête. Ancien, je crois en fait que je suis en train de le faire, c'est les Yasuhiko. C'est la collection de Yasuhiko qui est juste exceptionnelle, que je rêvais de faire depuis plus de 10 ans maintenant. Déjà à l'époque de Black Box, j'avais acheté les mangas au Japon, j'avais réussi à les trouver au fin fond de petite librairie d'occasion à Nara, l'endroit improbable. Mais de nouveau, pour l'instant, en fait, le titre, alors on va dire, voilà, il y a quelque chose que j'aimerais, ce serait un bon shonen d'aventure à l'ancienne, où là, j'aimerais un petit peu me battre. J'y arriverai pas. Parce que c'est Jump, parce que c'est Shueisha, parce qu'automatiquement, c'est assez gros. Mais ce serait un vrai manga d'aventure. Alors, je vais pas dire à la One Piece, parce que c'est pas forcément avec des choses fantastiques ou des choses comme ça. Mais un vrai manga d'aventure un peu premier degré, ça, j'avoue, c'est ça, en fait, que j'aimerais éditer. Et le problème, c'est pour ça que c'est facile et que ça me permet de dévier un petit peu de la question, de la contourner en tout cas, c'est que ce genre de manga, il n'y a pas actuellement. Il n'y en a plus. Mais ils sont acquis directement, quoi. Alors, non, c'est juste qu'il n'y en a pas. Ah ouais, d'accord. Un vrai manga, je vais pas dire jeunesse, mais on va dire du style de Jump, Sunday ou Shonen Magazine, d'aventure sans avoir des pouvoirs spéciaux, sans avoir des choses comme ça, il n'y a pas actuellement. Enfin, en tout cas, je vois pas, et s'il était, il serait déjà sorti. Et voilà. J'avoue que celui que j'aimerais faire, en plus pour mettre enfin du shonen dans le catalogue, ce serait ça. Ce serait un bon manga un peu à l'ancienne, qui se passe maintenant, qui met une sorte de Hashita no Jo, pas forcément sur le thème, hein, évidemment, de la boxe, choses comme ça, mais sur le fait que ça se passe de nos jours, il n'y a pas de pouvoirs spéciaux, il n'y a pas de machin, mais par contre, on sent toute l'énergie, on sent tout le truc, on sent tout ce qui passe, et c'est ce qui, je trouve, manque, mais ça reviendra automatiquement. Bon, on va croiser les doigts. Alors du coup, les titres comme Arion ou Venus Wars ont un format beaucoup plus grand, et alors atypique, même si de moins en moins, on y reviendra plus tard. Qu'est-ce qui a motivé le choix? Alors, c'est tout bête, c'est que pour ce genre de titre-là, j'essaie toujours de faire avec le moins de tomes possible par rapport à l'édition japonaise. C'est pour ça, par exemple, là, Kojiro, je le prends, il fait 10 tomes au Japon, de base. Coup de bol, en 2019, ils ont sorti une version condensée en 3 tomes. Donc c'est bien pour moi, ça me fait 3 sorties. Là, pour Arion et Venus Wars, c'était pareil. C'est-à-dire que Arion faisait 5 tomes, Venus Wars en fait 4. Et je sais que par rapport au public plus âgé, c'est des fois compliqué de se souvenir s'il y a plein de tomes qui sortent, de suivre, en fait. Pour Old Boy, c'est ce que j'avais fait. Old Boy, j'avais fait en 4 au lieu de 8, parce que même moi, en tant que lecteur, parce que je voulais Old Boy pour le relire aussi, je m'étais dit, si je suis lecteur, le 8e, je vais pas le prendre tout de suite. Je vais oublier de le prendre. Je vais être à fond sur les 4 premiers, je pense, et puis les 4 autres, je vais les prendre au fur et à mesure, je vais m'en souvenir. Donc, il fallait des éditions le plus condensées possible. Et là, coup de bol, j'ai un ami, donc Ludovic, qui était à l'époque chez RJ Square, qui m'a dit, écoute, il y a une édition grand format d'Arion et de Venus Wars qui existe. Il y a des bonus dedans, il y a des interviews, il y a des choses comme ça serait bien de le faire. À l'époque, moi, les agents m'avaient dit, oui, mais Yasuhiko, actuellement, il est sur des titres, il est toujours sur Gundam The Origin, il avait commencé son autre manga à côté, historique un peu cyber aussi, plutôt à partir de tout ce qui est un peu vapeur, steampunk, voilà, ça y est. Donc ça n'intéressait pas trop de sortir ses anciens mangas à l'étranger, à ce moment-là. Puis là, coup de bol, je fais la demande, l'agent fait la demande, et comme il était plus en train de finir The Origin et que pour l'autre manga, il était en train de le terminer, peut-être qu'il était effectivement plus ouvert à ça. Et ça m'a permis de le faire.
Et du coup, moi, mon envie, c'était de leur dire, écoutez, on fait tout le scan, on fait tout, on a les livres en physique, j'en ai envoyé des photos, on leur a montré les bonus, on leur a dit par contre, on aimerait bien que ce soit ces bonus-là qu'il reste, on aimerait qu'il reste, et ils nous ont dit oui à tout. Voilà. Et aussi parce que du coup, ça permettait donc de ne faire, par exemple pour Arion, que 3 sorties au lieu de 5, d'avoir des pages en couleur, et puis surtout de bénéficier du trait de Yasuhiko en grand format qui est absolument magnifique, quoi, et qui méritait vraiment cette édition-là. Donc le but, c'était vraiment de marquer le coup en choisissant ce genre de grand format, sachant qu'en plus, effectivement, ça c'est quelque chose, voilà, moi je me permets de le dire, effectivement, on le sait très bien, je ne vais pas le cacher, ça permet effectivement de le vendre plus cher qu'un petit format, mais tout en ayant quand même la sensation pour les gens d'en avoir pour leur argent. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste agrandi de 1 centimètre ou 2, on a quand même plus que doublé de volume, de taille. Les volumes font 300, 400 pages. Par rapport à ce qui se fait maintenant, que ce soit 21 ou 25 euros, ça va, ça passe bien. Puis pour la nouvelle génération, d'avoir des plus grands formats, c'est plus confortable à la lecture quand même. Oui, alors moi je dirais plutôt à les vieilles générations comme moi qui maintenant ont du mal avec les lunettes. Ouais, c'est ça. Les lentilles. Mais il faut avouer aussi, j'y avais pensé toujours dans ce fait de réunir les générations. Le fait d'avoir sur des titres anciens qui des fois ont 30, 40 ans, 45 ans, d'avoir moins de tomes, c'est aussi bien pour une nouvelle génération qui va pas vouloir forcément attendre très longtemps et va être rassurée par le fait de savoir, voilà, il y a 3 tomes, c'est fini. Parce que c'est du vieux. Que j'achète maintenant ou plus tard, ça reste vieux. Voilà. Alors que le dernier seinen ou le dernier shonen qui est sorti, on a envie de le regarder, de le lire tout de suite, quoi. Donc le but c'était ça aussi. Terra, on l'a bien vendu parce que malgré son style ancien, il n'y avait que 3 parutions. Donc il y en a énormément qui avaient la vingtaine, qui se sont dit allez, 3 tomes, 12 euros, allez hop, je prends. Donc voilà, il y a tout ça qui se combine. Il y a des raisons éditoriales, il y a des raisons financières, il y a des raisons marketing, de faire en sorte de sortir des grands formats, tout de se dire de toute façon il n'y aura rien d'autre. Enfin, je veux dire, la seule chose où je pourrais refaire un jour, c'est si on avait accès, que quelqu'un avait scanné toutes les planches d'origine, à pouvoir faire des modifications, avoir toutes les pages couleurs, avoir tout le machin, et là se dire voilà, là, peut-être qu'on peut faire une édition ultime de chez Ultime, mais à mon avis c'est pas pour tout de suite. Donc cet homme-là, voilà, je voulais faire quelque chose qui normalement peut être considéré comme définitif. Alors, tu as lancé Venus Wars via un financement participatif. Entre parenthèses, j'ai hâte de recevoir mon coffret. Je veux mon pins. C'est pas la première fois, puisque Old Boy aussi, si je dis pas de bêtises. Pourquoi choisir le financement participatif? Et est-ce que c'est une opération que tu entends renouveler? Alors, le participatif, comme tu as dit, j'en ai fait 2 en 4 ans seulement, pour Old Boy et pour Venus Wars. C'est que ce sont des investissements qui sont assez lourds, qui donc vraiment, moi je le dis, Vénus là nous a permis de faire l'année. Alors je ne vais pas dire que c'est l'argent de Venus Wars qui nous a permis de faire l'année, mais ça nous a permis d'amortir une grande partie des investissements de la société sur l'année. Et donc de mieux nous en sortir que si on attendait encore maintenant la sortie du 2, en fait, avant d'avoir le moindre euro. C'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement rare dans le manga, pas forcément parce que les Japonais l'interdisent, hein. C'est pas vraiment possible à faire sur des titres longs, forcément, parce qu'on va pas, c'est pas une formule d'abonnement. C'est pas une formule d'abonnement comme le fait Meian, c'est ponctuel, donc je ne peux le faire que sur des titres particuliers, et il faut que ces titres justement attirent un certain public. Un public qui a l'habitude de faire des précommandes, qui a l'habitude du crowdfunding, qui comprend l'esprit aussi du crowdfunding, qui est de devoir des fois attendre 6 mois pour avoir quelque chose, mais parce que le but c'est d'aider un éditeur et non pas juste récupérer des goodies. On aime bien le faire, mais je suis très content parce qu'on va faire des belles illustrations comme on l'avait fait aussi déjà pour Arion. J'aime bien, on va faire le pins, j'adore, je suis pressé de le recevoir. Voilà, je l'aime bien, mais je sais que ce n'est pas ce que les gens attendent. C'est pas ça pour eux la carotte là-dessus. C'est le fait de pouvoir aider un éditeur, avoir tout des fois après les autres, mais c'est pas grave parce que de toute façon ils n'avaient pas l'intention de le lire avant d'avoir les 2. C'est ce que souvent beaucoup me disaient.
Il disait: «Bah oui, mais est-ce que vous voulez tome par tome ou à la fin?» Je dis: «Non, non, mais de toute façon, si je l'achetais en juillet quand il sort, de toute façon je le lirai pas, il faudra que j'attende le 2e en novembre, c'est pas grave. Allez hop, Exactement. je prends les 2 et puis, tout le monde, enfin, on a eu sur les 570 personnes qui ont backé, on en a eu 100 qui ont choisi tome par tome. Donc c'est fait 20 c'est pas énorme en fait, hein. Et les gens ont accepté et c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement important ce genre de choses-là parce que encore une fois, on n'a pas de société, derrière nous, on n'a pas d'investisseurs. Donc là, quand on fait ce genre de crowdfunding, les gens sont les investisseurs. Pour Old Boy, par exemple, c'est ça qui m'a permis de survivre au Covid, parce qu'on a pu faire le crowdfunding juste avant. Donc on s'est retrouvé avec tout l'argent du crowdfunding en février, je crois, ça avait fini en février. Mars, hop, tout le monde s'arrête et on a pu, vraiment, trouver la bonne façon de tenir le coup. Donc on a voulu refaire pour Venus Wars, mais encore une fois, il faut bien comprendre que ça, c'est le genre de truc qu'on ne peut pas faire à chaque fois et qu'on doit faire de manière, surtout sur KissKiss par exemple, de manière vraiment ponctuelle, peut-être 1 à 2 fois par jour. C'est pas un modèle économique. Déjà parce qu'évidemment, il y a les libraires qui nous suivent énormément. Ça n'a pas empêché des libraires de participer aussi, à titre personnel. Donc on peut pas le faire systématiquement nous-mêmes. Et puis là, par exemple, c'est une chose tout bête, j'aurais pu le faire avec Jésus, par exemple. Jésus, c'est un one shot, machin, mais je trouvais pas ça forcément très à propos de se faire une précommande là-dessus, uniquement sur Jésus, même si c'est du Yasuhiko et que c'est magnifique. Je me voyais pas lancer une précommande ensuite en mettant ah bah si vous avez un pitch de la croix et puis une jolie illustration de Jésus au prêche, quoi. Enfin, je trouvais pas ça à la fois pas cohérent. Donc on va juste faire des précommandes sur le site normal, mais on va pas lancer une campagne de précommande particulière sur un titre comme Jésus. On va le faire sur peut-être d'autres titres, mais par exemple Kojiro, je l'ai pas fait non plus parce que Kojiro, les titres, comment dire, là on le sort, on va le sortir finalement en novembre, ensuite en avril, ensuite en juillet. Donc ça fait quand même énormément de temps. C'est-à-dire qu'entre le début de la campagne, le moment où les gens recevraient le premier tome, je aurais quasiment 1 an, c'est beaucoup trop. Donc je le fais de manière sporadique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vraiment aide énormément un éditeur comme nous à pouvoir des fois survivre en finançant une grande partie de l'activité. 2 questions qui relèvent un peu de débats qui secouent un petit peu les aficionados de manga. Le premier, c'est la démultiplication des collectors. Quel est ton point de vue là-dessus? Il y a des goodies dans le participatif de Venus Wars, mais Naban ne fait pas beaucoup d'éditions collector, voire pas du tout. Il y a une jaquette spéciale pour le tome 1 de Venus Wars chez Pulp, qui en fait une également, si je dis pas de bêtises, pour Kojiro. Mais il n'y a pas beaucoup. D'ailleurs, je suis très très déçu de ne pas pouvoir avoir celle de Venus Wars. Mais voilà, beaucoup d'éditeurs font beaucoup de collectors. Il y en a de plus en plus. Il y a des quantités qui augmentent, il y a des quantités qui réduisent. Et la deuxième question, c'est un peu le corollaire. On a de plus en plus de grands formats. Et il y a un petit débat, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ces jours-ci, il y a un gros débat qui agite un peu Internet. Et justement, la question que je me pose, c'est est-ce que le grand format, c'est pas une façon facile d'avoir un retour sur investissement plus important? Clairement, d'un point de vue purement commercial, oui. Parce que ça permet de vendre un titre plus cher avec un investissement plus important, parce qu'il y a plus de papier, évidemment, mais qui ne va pas doubler le prix. Ce n'est pas parce que la taille double que le prix d'impression, parce que c'est surtout ça qui est le plus important là-dedans, le prix d'impression double. C'est pas le cas. Donc il faut qu'il y ait une raison à tout ça. Quand on voit, alors c'est pas un collector, mais c'est quand même une édition magnifique qu'a fait Panini avec Lone Wolf. Avant que je désactive mon compte Twitter, j'avais un peu défendu ça en disant mais vous vous rendez pas compte. C'est-à-dire moi j'ai les 28, je les ai payés, je crois que c'était déjà 12 € à l'époque, c'était vers 2005-2008, je les ai tous suivis, j'ai eu les 28, je suis un des rares à les avoir eus. Et ils ont fait ça en combien? Ils ont fait ça en 12? Non, 14? Oui, en 12. En 12 à 30 €. Vous les avez moins cher qu'à l'unité à l'époque. Et vous avez des grands formats, vous avez une jaquette où ils ont fait un peu la Cornelius, une jaquette pliée, enfin c'est juste magnifique. C'est un objet qui est superbe. J'ai pas racheté parce que je les ai, mais que ça m'a coûté assez cher comme ça à l'époque. Mais je trouve que c'était totalement à propos de le faire. C'est quelque chose de très bien. Grand format, quand c'est Kana qui le fait avec la collection de Matsumoto,
c'est très bien aussi. Quand ils l'ont fait avec Kamuiden, quand ils l'ont fait avec Sabu Eiichi, que j'adore, c'est complètement à propos, c'est moins cher même que l'achat à l'unité quand on compte le nombre de pages, donc c'est très bien. Le problème qui peut se poser là par contre, c'est pour d'autres où ça va être plus cher parce qu'il va y avoir une jaquette exclusive, parce que des fois il va y avoir une carte, parce qu'il va y avoir... Alors j'ai pas d'exemple en tête, parce que j'avoue ne pas vraiment m'attacher à ce genre de sortie, je ne suis pas assez souvent sur les gros shonen et ça m'intéresse pas vraiment. Mais effectivement, je l'ai vu, j'ai vu par rapport à ça des fois des gens gagner sur Twitter. C'est vrai que des fois, j'avoue, ça m'embête un petit peu parce que ça peut être aussi un signe d'essoufflement. C'est ce qu'on a connu, toujours pareil, hein, au bout d'un moment, on arrive à parler d'expérience. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec le comics dans les débuts des années 90 où ils ont multiplié les sorties. Alors oui, évidemment, des fois, il y avait le nouveau Spider-Man ou Spawn, ils ont été à 1 million d'exemplaires. La mort de Superman, c'était 1,5 million ou 2 millions. Mais et les gens ont pris ça pour des collecteurs et machin. Oui, mais un collector à 1 ou 2 millions, c'est un peu bizarre, quoi. Beaucoup de gens en achetaient plusieurs en se disant je vais faire une affaire et puis dans 20 ans je vais le ressortir, ça va valoir des millions. Bah non. Et là, au niveau du collecteur du manga, c'est pas exactement la même façon, mais on sent bien qu'effectivement, au niveau des éditeurs, c'est pour relancer un petit peu les ventes, c'est pour relancer un intérêt. C'est-à-dire qu'on va faire ça au niveau du tome 12, du tome 17. Ça ils font ce qu'ils veulent là-dessus. S'ils ont envie. Après, c'est aux gens de choisir ou de ne pas choisir. Mais l'avantage, c'est qu'ils peuvent encore choisir la version normale. Donc ça, c'est pas grave. Ça, à la limite, je m'en fous. Enfin, qu'il y ait une édition collector d'un manga que je suis, à partir du moment où il y a l'édition normale qui est au même prix que d'habitude, je vais prendre l'édition normale, et puis les collectors, ce sera pour ceux qui le veulent, ils s'écharperont avec, ils la revendront le trip sur le bon coin, ils font ce qu'ils veulent, et c'est très bien. Par contre, oui, là où je trouve que ça peut être un danger, c'est à partir du moment où certains titres ne vont être disponibles que comme ça, c'est-à-dire un grand format, cher, et pas forcément justifié d'un point de vue du contenu. Encore une fois, c'est-à-dire que si c'est un contenu banal que l'on vend beaucoup plus cher, je vois pas l'intérêt. Depuis 2020 et le Covid, le marché du manga connaît une bulle, avec une augmentation des ventes en concurrence avec la BD évidemment. Comment les choses vont-elles évoluer selon toi ? Bizarrement par rapport à d'autres, là je parle, si j'enlève le côté macroéconomique qui fait que actuellement on parle d'une crise, parce qu'effectivement le volume total fait qu'il y a 15% de ventes en moins, mais c'est 15% de ventes en moins sur les 6 ou 7 meilleures ventes. C'est-à-dire qu'en gros, là ce que je dis n'est pas vrai, mais c'est pour illustrer. Si vous avez le prochain One Piece qui se vendait en une semaine, en un mois à 100 000 exemplaires il y a 2 ans, là il va se vendre à 90 000 exemplaires. Voilà. Ah mon Dieu, on a une baisse de 10%. Oui, mais il faut mettre les choses en perspective. Donc oui, le problème qui se pose, c'est sur les très très gros titres. Mais en fait, ça n'a pas affecté les plus petits éditeurs. Ça n'a pas affecté Akata. Akata, quand on voit, là, ils ont annoncé... c'est 1 million pour Orange, je crois. Il n'y a pas longtemps, ils l'ont annoncé. 500 000. 500 000, pardon. 500 000 pour Orange. Enfin, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 8 tomes 7. 7, c'est 7 tomes, voilà. On divise, c'est juste énorme. Pour un petit éditeur indépendant, c'est juste gigantesque. J'espère qu'un de mes titres arrivera à ça un jour. Quand on voit Isan se porte bien avec Robot Wars, puisqu'il y a Goldorak dessus, ils ont dépassé les 30 000 et ils l'avaient annoncé, il y a effectivement une différence de perception. C'est-à-dire qu'en fait, le libraire lui-même va sentir une baisse de son chiffre d'affaires total, parce qu'il va reposer en grande partie sur les 5 ou 6 plus gros titres Jump, en fait, c'est que du Jump à chaque fois qui écrase tout à part à l'attaque des Titans. Mais par contre, je pense que si on leur pose la question, ils diront oui, mais c'est vrai que par contre, au niveau des petits éditeurs, machin, j'ai un public de plus en plus fidèle. Je sais que chez Naban, c'est ce qui se passe. On est beaucoup plus visible que début de l'année dernière. Alors c'est vrai qu'on a pas mal fait de titres inédits qui s'adressent à un public plus jeune, jeunes adultes, voire ados maintenant, pour certains titres, comme l'Aigle écarlate. Donc on est un tout petit peu plus mainstream. Mais moi, j'ai pas à me plaindre. Et plus ça va, plus on a de réassorts actuellement. Alors, les quantités n'ont absolument rien à voir avec Kana, avec quel qu'il soit. Je crois que, je dis pas, mais Kana, rien qu'avec Death Note, je crois que Death Note, ils en vendent 200 000 à l'année. C'est même pas ce que je vends. Je vends pas 200 000 bouquins par an. Donc eux, avec juste un titre qui a 20 ans, maintenant, c'est 2003-2004, ils arrivent toujours à faire 100 000 ventes. 200 000 ventes, pardon. Donc c'est un problème là pour l'instant purement macroéconomique. Je pense que le problème qui se pose, c'est que à part Kiun, les 5 premiers n'appartiennent qu'à des groupes et même des multinationales.
ils ont besoin d'assurer leur chiffre d'affaires, d'assurer leur rentabilité, et que c'est évident que si tu fais 100 000 ventes, là encore j'invente, si tu fais 100 000 ventes dans l'année avec un seul titre, si l'année suivante tu dois faire 2 titres à 50 000, c'est évident qu'il y aura 2 impressions, 2 traductions, 2 achats, machin, donc la rentabilité ne sera pas la même alors que tu auras toujours vendu 100 000 exemplaires. Et là, c'est ce qui est en train de leur arriver. Pas dans la même proportion, c'est pas divisé par 2, mais automatiquement, si Kana baisse par tome de One Piece de 10 000 ventes, il faut que ces 10 000 ventes soient compensées par une autre sortie. Mais du coup, la rentabilité ne sera pas la même, automatiquement. Et ça, le problème, c'est que Dargo au-dessus, ou je sais pas moi, ou Editis, ou Hachette, chez les autres éditeurs, eux, baisse ou pas baisse, ils s'en moquent. Ce qu'ils veulent, c'est avoir l'argent à la fin de l'année. Hein. Donc, ces gros éditeurs-là sont pris là-dessus. Donc, c'est normal qu'ils expriment une certaine inquiétude, peut-être pour un peu remuer les choses, pour faire un petit peu peur, pour dire voilà, il y a une crise, attention. Mais la crise, ça dépend pour qui et pourquoi. Moi, actuellement, la crise, je ne la subis pas. J'ai subi le fait qu'ils se sont mis à acheter tant qu'ils pouvaient après le Covid, tellement ils avaient d'argent. Et donc du coup, moi, les agents n'avaient juste tout simplement pas le temps de s'occuper de moi, tellement les Français demandaient de titres. C'est pour ça qu'il y en a une pléthore qui... Là, on en est encore... Là, faut encore s'accrocher pendant 1 ou 2 ans. Hein. Et sur l'après-Covid, là encore. Sur ces ventes-là qui ont été faites il y a 3 ans. Sur ces achats qui ont été faits, ces achats de titres, les éditeurs souvent sont à 1 ou 2 ans. Même moi, là, j'ai réussi à faire mon planning sur toute l'année suivante, l'année prochaine. Donc imagine les autres, des fois ils sont à 2-3 ans. Hein. Cette surproduction, on va encore l'avoir. Là, hein. Il va falloir qu'ils rentabilisent tout ça. Et ça va se calmer, mais sauf que effectivement, à la fois ils sont obligés de sortir plein de titres, mais en même temps, il y a une baisse de pas mal de titres parce que les gens ne peuvent pas tout suivre. Et alors, justement, pardon, vas-y, finis. Vas-y, je t'en prie. Mais justement, c'était la question suivante, c'est-à-dire qu'il y a une démultiplication des parutions. Donc, tu viens de nous l'expliquer, tu nous expliques un peu comment ça devrait peut-être se tarir légèrement dans les années qui viennent, mais ça rend surtout l'offre quasiment illisible, et ça noie les grandes œuvres, ou du moins les œuvres de qualité, celles avec un peu de fond, dans un marasme, on va dire, beaucoup plus dispensable et superficiel. Comment on fait dans ces cas-là ? On essaye de mettre le paquet sur la promotion, sur le marketing, sur une certaine vision de l'éditeur. Là, je suis très content parce que ça fait quand même 1 an et demi que vraiment on a sorti plus de titres et qu'on s'adresse à un peu plus de publics différents. Et ça fait que maintenant, là, on a eu des réunions commerciales et il y a un des commerciaux qui nous a dit tiens, ça va vous faire plaisir. J'ai vu un libraire et le premier truc qu'il m'a dit, c'est alors, tu vas me proposer quoi de beau à sortir chez Naban ? Bon, ça fait plaisir. Et donc, en fait, la seule façon de vraiment bien s'en sortir, actuellement, c'est effectivement d'amarrer une certaine image à l'édition. Par exemple, c'est ce que fait très bien Akata, c'est ce que fait Isan, qui ne va pas aller dans les nouveaux titres, ils restent dans leur vision de manga de patrimoine. C'est ce que fait, au fond, d'autres éditeurs, j'ai un petit trou de mémoire là, mais ça va me revenir, même Doki Doki. En soi, Doki Doki, je dis pas que c'est un indépendant, enfin, ça appartient à une boîte, mais qui reste indépendante aussi. Ils sont très bien ciblés, on sait. Doki Doki, automatiquement, on sait à quoi on pense. On pense jeux vidéo, on pense chat, on pense isekai. mais ils ont raison. Enfin, je veux dire, voilà, Soleil, pendant très longtemps, ça a été le gothique. Tout ce qui était manga gothique, c'était Soleil. On pense jeux vidéo aussi avec eux, licence de jeux vidéo. Donc voilà, le but, c'est d'arriver quand même à être reconnaissable, ou en tout cas attendu sur quelque chose. Ce qu'on fait, c'est ça. C'est pour ça que là, on a quand même fait 9 annonces pour l'année prochaine. Alors, ça va du one-shot à la série en 10 tomes avec Kazetoki no Uta. C'est parce qu'il faut montrer qu'on est là. Et que, en rejoignant ce que je disais tout à l'heure, les titres qu'on va sortir sont des titres majeurs. Des titres pour lesquels les lecteurs sont capables d'aller se déplacer en librairie parce qu'ils savent la valeur de ces mangas, pas du prix, mais la valeur artistique. Ils auront envie d'en voir plus, et donc d'aider l'éditeur et le libraire. Donc, on est sur ce genre de titre-là pour s'obliger à le faire. Là, quand on refait Les Fleurs du Passé, qui était déjà chez Comico avant, c'est à la fois parce qu'on aime l'autrice, c'était un choix d'Alexandre qui adore, et qui, un peu comme moi, mais dans un laps de temps beaucoup plus réduit, se disait c'est dommage que ce manga soit plus disponible.
Donc c'est une réédition, mais les gens connaissaient déjà la valeur. Et je ne sais pas combien Comico on avait vendu à l'époque. Ils n'ont pas renouvelé, donc je suppose ça devait être en deçà de leurs attentes et que le titre ne devait plus tourner. Mais je pense que ça va peut-être maintenant mieux se vendre que ça ne s'est vendu à l'époque, parce que dessus, il y aura aussi le fait que c'est Naban qui le fait et qu'il faut absolument se différencier. Que des fois, des titres lambda qui, par exemple, sortiraient chez Pika, qui fait beaucoup de... Là, je crois que rien que ce mois-ci, ils vont en faire 43. Ils en vendront toujours plus que nous, même du titre le plus moyen, parce que les libraires prennent par habitude. Ils vont renvoyer par habitude aussi. Mais d'ici là, ils vont prendre. Et ça va occuper de la place. Donc il y a un moment où il faut arriver à toucher indirectement les libraires en leur disant, à ce qu'ils se disent, ah oui, mais attends, parce qu'il va y avoir des trucs chez Naban, du coup je vais en prendre un petit peu moins de ces trucs-là qui sont moins intéressants chez d'autres éditeurs, plus anecdotiques, et je vais lui faire une place. Ça, c'est le but ultime. Je pense pas qu'on y est encore, mais face à cette avalanche de titres qui sortent des fois on ne sait pas où, voilà, le seul but c'est d'arriver à pilonner, à montrer ce qu'on sait faire, à montrer là où on veut aller, à titiller la corde sensible des libraires qui ont envie d'être assez présents et de proposer des choses, de conseiller les lecteurs, de conseiller les clients. Qu'ils aient envie de le lire aussi, parce qu'ils ne peuvent pas tout lire non plus. Hein. Absolument, c'est de leur dire, bah voilà, si ça sort chez cet éditeur-là, c'est que ça a une valeur. Donc peut-être qu'ils vont vouloir le lire eux-mêmes et dire, ah, ça fait longtemps que je l'attends, j'aime bien cet auteur, j'aime bien cette autrice, j'aime bien cet univers. Certainement que eux-mêmes vont très rapidement garder une place et se dire, bah oui, voilà, alors moi j'ai mon budget cette année, enfin ce mois-ci en nouveauté. Je vais en donner un petit peu moins en gros, et puis je vais en garder un peu pour Naban, pour Akata, comme je disais, pour Isan, pour Shiba, pour tout ça. Il y a aussi notre génération, donc la quarantaine, qui font des achats plus réfléchis par rapport à peut-être à la jeunesse qui, eux, vont partir sur une jaquette ou quelque chose qui va leur plaire. Et c'est vrai que moi, j'attends beaucoup que mon libraire, il me conseille et en fait, je vais le suivre des fois sans réfléchir ou sans avoir vu du marketing ou des choses comme ça par rapport à un titre. Oui, c'est ça. C'est le fait que, comme tu disais, à partir d'un certain âge, on a aussi évidemment pour beaucoup des obligations familiales, qui fait que évidemment on peut avoir moins de temps, moins d'argent, dans ces choses-là. Donc on va être plus précautionneux, on va être moins dans le jetable. C'est-à-dire qu'on va se dire, je ne vais pas en acheter beaucoup, mais ceux-là, par contre, même s'ils sont un peu chers, ça en fait un objet de collection, je vais les garder. Ça va bien dans la bibliothèque, ça va être bien. Je pourrais le relire dans 5 ans, ce sera toujours le même plaisir. Je le ferai peut-être lire à mes enfants ou à des amis, donc je l'ai. Donc oui, c'est aussi ça qu'on essaye d'instiller dans les choses. Ça rejoint ce qu'on disait à propos du grand format, c'est d'essayer, on le sait très bien, en France, les gens aiment conserver leurs livres, contrairement au Japon où il y a la faute de place et puis même ça coûte rien, donc au pire on le revend, on le rachète quelques années plus tard, voilà, c'est pas grave, ça aura coûté 100 ou 200 yens, mais en France on n'est pas sur le même modèle, on doit s'adresser à ces gens, à ces personnes-là, à ces lecteurs-là d'une autre façon, et ce sont des gens qui sont effectivement très attachés au physique, qui sont très attachés aux libraires, qui veulent les aider, parce qu'ils n'ont pas envie de voir leur librairie disparaître. Que c'est bien, on prend ça pour un acquis, mais pas forcément. Coup de bol, il y a de plus en plus de librairies manga qui se font, avec plus ou moins de succès, des fois des gens très préparés, des fois des gens moins préparés, tout ça demande un rééquilibrage. Il y a quelque chose qui change au niveau du manga, au niveau des attentes des gens, au niveau de l'attente des générations qui tendent à se confondre, et où comme nous à l'époque, comme on se lisait, je disais, une nouveauté comme Gun, du Dragon Ball qui avait déjà 10 ans, ou Tezuka qui en avait déjà 30, on s'en moquait à partir du moment où c'était intéressant. Et cette génération-là qui arrive depuis 5 ans, vit la même chose. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir leur nouveauté, ils s'en détachent un petit peu parce qu'ils deviennent adultes, ils veulent autre chose, et maintenant, il y a des éditeurs qui sont là pour prendre le relais, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et c'est là où nous, on doit arriver à se placer. Est-ce que du coup, vous aussi, chez Naban, vous êtes attaché à ces espèces de milestones comme on trouve chez les autres éditeurs, où ils sont très attachés aux ventes de la première semaine, aux ventes de la 8e semaine, etc. Ou est-ce que vous fonctionnez un peu différemment ? On fonctionne totalement différemment parce que
là, quand on regarde par rapport à tout ça, il faut savoir que ce sont des données qui sont souvent qui sont exclusivement d'ailleurs sur un site en ligne, par abonnement. Le nom va me revenir, mais ce qui est très cher, qui est très très cher. C'est des milliers d'euros par an pour avoir un accès à toutes les ventes de tous les éditeurs partout. D'avoir des newsletters, d'avoir des machins, c'est quelque chose de très GFK, voilà. C'est GFK qui ne fait pas que du manga d'ailleurs, qui fait tous les produits que vous voulez. Et l'avantage, c'est que eux, c'est vraiment sorti de caisse. C'est-à-dire, c'est pas ce qui est en librairie, c'est pas ce qui est sorti de notre stock à nous, c'est vraiment ce qui a été vendu en librairie. La différence, c'est que quand vous avez un One Piece, vous pouvez savoir parce que la quantité qui va être vendue chez les tout petits libraires indépendants va être négligeable ou peut être su dès le départ. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on sait qu'il va y avoir 7 000, 10 000, 15 000 qui ne seront pas comptabilisés chez GFK, comptabilisés par GFK parce qu'ils ne sont pas adhérents. Mais du coup, on peut extrapoler par rapport aux chiffres réels qu'on a. Nous, on peut pas. Moi, des fois, je fais des ventes à 3 000, 4 000, 5 000. Comment dire, les éditeurs comme moi, on peut pas y arriver. La seule chose que l'on fait, c'est GFK qui, par contre, est Grand Prince, c'est qu'on sait exactement, par contre, quand on a dépassé les 500 ventes. Parce que tant qu'on est en dessous de 500, ils le marquent. C'est-à-dire qu'ils mettent un petit truc qui est marqué inférieur à 500. Par contre, quand on a dépassé les 500, là, par contre, c'est le vide. On ne sait pas, faut payer. Faut pas croire, mais de mémoire, pour une journée, pour avoir accès absolument à tout, je crois que c'est 250 €, je crois. Pour faire autant de demandes que l'on veut, et je crois que c'est quelque chose comme 30 €, quelque chose comme ça, pour faire une seule demande. Juste sur un seul produit, je crois que ça va être 30 € à peu près. Donc ça, ce sont des outils qu'on ne peut pas avoir. Même au niveau de GFK, quand on est un éditeur indépendant comme ça, même si on avait les chiffres de GFK, comme on vend beaucoup plus en librairie indépendante et en librairie T, GFK n'y est pas forcément. Donc de toute façon, ça va fausser. Quand tu dépasses les 10, les 15 000, qu'il en manque 1000 ou 2000, ce n'est plus tellement signifiant. Quand on a fait un tirage à 4000 et que l'on voit 3000 qui sont partis du stock, donc il nous en reste 1000, qu'on voit en vente GFK 1200, alors que rien ne revient, on se dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les libraires qui sont gentils avec nous et qui gardent en stock? Ou est-ce qu'il y a eu des ventes chez des gens qui ne sont pas adhérents, qui ne sont pas ciblés par GFK, et ce qui est souvent notre cas, et donc du coup on ne saura jamais. La seule balance que l'on a, c'est les retours. C'est de savoir au bout de quelques semaines, quelques mois, si les retours se font en masse ou s'ils se font tranquillement. Peut donc dire que ça trouve son public ou que le libraire veut les garder. Alors justement, comment est-ce que vous estimez les tirages et les retirages si vous êtes dans l'expectative pendant plusieurs mois justement? On est tributaire de tout ça. C'est pour ça que au bout d'un moment, ça se fait par rapport au fur et à mesure de l'expérience acquise. Old Boy, j'en avais fait, je crois, 3005 de mémoire. Alors je savais qu'il y avait 500 personnes qui avaient pris déjà en précommande. Donc j'étais à 3000, qui est un chiffre normal. Voilà, c'est un chiffre ni trop haut, ni trop bas, assez normal pour le manga en général, pour un lancement. Bon, ils sont tous partis d'un seul coup. Il a fallu que j'en refasse je sais plus si c'était 2000 d'un coup. Mais derrière, il y a d'autres titres. Celui qu'on a le moins vendu, c'est Millennium Darling. Je pensais vraiment qu'il avait très bien marché. J'en ai fait 4000 ou 5000, on en a vendu 1000. Donc ça veut dire 4000 au pilon? Ah non, on les a. Hein. Non, on les a. On va refaire des trucs, on va faire des remises en avant, mais on les a toujours. Dans le sens inverse, j'en avais fait 5000 de Boss ou Crève, du 1. Là, il doit nous en rester peut-être 200, on va dire, au bout d'un an et demi, presque 2 ans. Sachant qu'il y avait, comme on faisait Anna, qu'on voyait quand même que ça turbinait bien sur les réseaux et les gens étaient... Bon, je me suis dit, bon, j'augmente un peu, je vais me mettre à 4000, parce que l'avantage de Boss ou Crève, c'est qu'on sait qu'on a déjà un public plutôt jeune, qui va aimer la violence, il y a un peu de sexe dedans. Enfin, je veux dire, c'est des recettes assez faciles. Hein. Donc, en faire 5000, ça paraissait normal. Anna, c'est historique, avec une fille avec une grande robe. Donc, on sait déjà qu'on risque de perdre le public masculin. Et comme le shoujo et josei ne se vend pas énormément, j'en ai fait que 4000. Par résultat, les 4000 sont partis en 2 mois. Donc, en fait, j'aurais dû en faire 5000. Parce que j'en aurais peut-être encore quelques centaines et j'aurais pas à refaire une réimpression comme je l'ai faite là, de 2000 exemplaires de chaque. Voilà, mais on ne peut pas savoir. Le Bienvenue au Café des Chats de Aizawa, l'avantage c'est que c'est un one-shot et que ça parle des chats, c'est Aizawa, elle a un style particulier. Modigliani, demande à Modigliani, en tout, on en a vendu 1200, ce qui est très bien par rapport à ce genre d'œuvre-là. Donc je me fais 2000. Par résultat, les 2000 sont partis à la mise en place. Donc j'aurais dû en faire 3000. Donc retirage dans ces cas-là ou hors stock et c'est épuisé? Alors, pour l'instant, on ne l'a pas fait. On l'a juste fait là pour Old Boy, mais on va le ressortir là en début d'année prochaine, l'intégrale. On va refaire les 4, parce qu'on n'en a plus, on n'a plus rien. Donc là, on va vraiment le relancer en tant que nouveauté.
ça redevient une nouveauté. Alors, ça aussi, c'est une technique qui existe, mais nous, là par contre, nous, c'est parce qu'on n'a pas tellement le choix là-dessus, parce que c'est un renouvellement, c'est des nouveaux contrats, mais ça veut dire refaire les gènes codes, ce qui fait que quand tu refais les gènes codes, ça redevient un nouveau produit. Donc les libraires, des fois, par habitude, vont en reprendre plus que si c'était juste un réassort. C'est un truc, hein. Regardez bien, pour certains éditeurs, des fois, le AN va changer, le gène code en fait, le code barre va changer, c'est parce que c'est une nouvelle édition sans forcément l'être. Des fois, il peut y avoir un petit changement, un petit truc, mais ça permet de remettre en avant un titre depuis le début. Et, voilà. Et là, la vente, elle va plutôt être pour les jeunes générations qui connaissent pas ce titre. Est-ce que c'est pour les gens qui n'ont pas pu, effectivement, à la pléthore de titres, on peut pas acheter tout et donc permettre à ce moment-là d'acheter le titre, mélange des deux Pour Allboy pour Allboy. C'est parce que ça s'est bien vendu et que j'étais arrivé au terme des droits, j'ai fait un renouvellement, parce que c'est passé vite au final, depuis 2020. Et les représentants de chez Macassar ont des demandes toutes les semaines des libraires. Quand est-ce qu'on va avoir Allboy? Quand est-ce qu'on va avoir Allboy? Le problème, c'est que là, j'avais tellement de nouveautés à faire cette année que je pouvais pas juste... soit j'éliminais certains titres nouveaux pour avoir le budget pour sortir Allboy, mais je pouvais pas faire les deux. Donc, Allboy, le stock s'est épuisé. Et dans ce genre de cas-là, c'est une des façons qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a des sortes de notés, c'est-à-dire que les libraires le mettent en commande, on regarde combien ça fait au final. Ah oui, quand même, 500, 600, 700 exemplaires du tome 1 qui seraient demandés, par exemple. Oui, ça mérite peut-être de faire une réimpression, parce que déjà, on va en envoyer 700 sur. Mais j'avais encore du mal jusqu'à présent pour relancer vraiment, parce que les représentants nous disaient oui, mais là, peut-être qu'ils vont être 300, 350. Mais je dis oui, moi, je peux pas relancer pour 350. Je peux relancer pour 1000 exemplaires, mais il va me falloir 1 an pour les vendre. Mais sauf que je vais payer tout de suite l'imprimeur. Donc c'est une avance à faire. Et j'ai pas forcément ça en tant qu'investisseur, en tant que petit éditeur indépendant. Là, par contre, les choses ont pas mal bougé cette année, et Allboy peut devenir un nouveau produit. Tu as raison là-dessus, parce que les générations changent très vite, et je pense qu'effectivement, cette remise en avant va donner peut-être à une nouvelle génération encore, qui commence à s'habituer justement aux rééditions qu'il y a eu chez Panini, qu'il y a eu chez d'autres, chez Glénat, choses comme ça, l'envie de découvrir ce titre, qu'ils ne voient plus forcément, et que les libraires avaient tendance des fois à avoir, mais à vendre tout de suite, et pas avoir en fond suffisamment. C'était très bizarre la façon dont ils le faisaient, on sentait on avait des centaines qui partent tous les mois à la base. Mais on sentait qu'ils ne prenaient pas énormément. C'était pas un vrai fond. Vous n'allez pas en prendre 2 ou 3 de chaque. On sentait bien qu'ils allaient prendre très régulièrement, mais il y en a 3 qui se vendent le mois, hop, j'en prends le mois suivant, j'en reprends 3, hop, ça revend, ils n'allaient pas en prendre 6. C'est ça en fait. Et je pense que là, oui, en remettant en avant Allboy, ça va le remettre, ça va le mettre plus en avant. Donc il y aura peut-être effectivement une autre génération qui ne l'a pas connu il y a 5 ans, l'envie de découvrir ça, voilà. Et puis apparemment, Park Chan-wook a récupéré les droits d'adaptation du manga. Alors, est-ce qu'il veut en faire? Alors, apparemment, il voulait en faire une série comme ça, on ne sait pas. Mais le titre pourra de toute façon se vendre très bien sans une nouvelle adaptation qui serait sur Netflix ou Amazon. Il suffit de revoir le film. Par exemple, là, oui, il y a eu une ressortie en 4K. Alors bizarrement, elle n'a pas été refaite. Il n'y a pas eu de ressortie en France pour l'instant. Je ne sais pas, est-ce que ça n'intéresse pas, mais ça aurait été sympa. Mais oui, le film, là, de toute façon, là, le film a fêté ses 20 ans. On reste toujours très, très optimiste sur ce titre. Ça reste un titre de fond. Ah, mais c'est très bien. Bon, moi, le film, je peux plus le revoir. Je crois qu'au bout de 10 ou 12 fois, j'ai donné, ça suffit. J'ai mis ce qu'il fallait. Tu évoquais les tirages et le temps que tu as mis pour écouler le premier tome de Boss ou Crève. Ça veut dire que quand tu projettes de rentrer dans tes frais sur une licence, tu te projettes à quel terme? Alors, moi, je suis obligé de me mettre à terme de la sortie physique du titre. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que le mois suivant, je sois en capacité de payer l'imprimeur de la totalité de la production. Donc, il faut automatiquement qu'un titre reste rentable, on va dire, que l'on soit au tome 1 ou que l'on soit au tome 5 ou 6. Je ne peux pas vraiment me permettre d'avoir du stock. Alors, c'est un actif, mais il n'empêche que pendant ce temps-là, c'est un actif qui dort et j'ai quand même payé peut-être 1500 ou 2000 exemplaires qui traînent en stock et ça représente 2000, 3000 euros
que j'ai dû investir et dont je ne retrouve pas la somme pour l'instant. Donc le but, c'est effectivement d'arriver à se dire, voilà, même si c'est un titre qui est au 5e ou 6e tome, il va falloir peut-être qu'il soit rentable après tant d'exemplaires. Donc c'est comme ça que je peux décider. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le malheur d'avoir un titre qui se plantait à tel point que j'étais obligé d'arrêter. Et certains titres qui se portent mieux ont un peu compensé les faiblesses une fois arrivé au dernier tome d'un autre titre qui lui ne se vend plus tellement. On va dire normalement le tout se compense à peu près. Mais c'est quelque chose, oui, c'est l'angoisse de n'importe quel éditeur. Millennium Darling que j'adore, c'est un four. Et alors, est-ce que dans ces cas-là, on va prendre l'exemple de Boss ou Crève, mais ça peut être valable pour tous, est-ce que les tirages au fur et à mesure des tomes ont tendance à diminuer ? Toujours. Toujours, sauf quand ça va être des fois un titre patrimonial ou avec pas beaucoup de tomes, où la légende, c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens en général vont se souvenir qu'ils l'ont, ils veulent la suite, donc la baisse est un peu moins forte. On a de la chance de ne pas avoir, entre le premier et le dernier tome, de ne pas avoir une baisse énorme. Pour un titre, alors c'est compliqué d'avoir une moyenne, parce que entre les titres qui sont très très bien, les mid-sellers, les tomes, les chiffres ne sont pas les mêmes. Mais si on regarde pour un titre classique qui est un peu au long cours, on va se retrouver avec une baisse entre le premier et le dernier qui peut être à peu près de 70%. C'est-à-dire que le premier tome va beaucoup se vendre pour la découverte, Le deuxième, en général, c'est 30% en moins. Puis ça continue à baisser au fur et à mesure. Parce que, c'est ce que je disais, les gens oublient, ou les gens ne sont pas intéressés, ou ils n'ont plus d'argent, ou ils ont eu Ou c'est trop long. Oui, ou ils ont eu un enfant, ou ils sont au chômage. Enfin, il y a tellement de raisons de ne plus acheter un manga. Par contre, là où c'est un gros succès, mais ça arrive aussi, c'est par exemple là, ce que fait Mangetsu quand on regarde avec Aohashi, ou choses comme ça, où là, c'est pas un exemple particulier, mais on en trouve plusieurs fois, ce genre d'exemple-là, où les tomes suivants se vendent plus que les premiers tomes, enfin, quasiment plus que les premiers tomes pendant un moment, et puis ça se rééquilibre rapidement, mais où la suite, en fait, la différence entre le premier tome et le tome 10 n'est pas vraiment énorme. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui est bien, c'est que dans ce genre de cas-là, comme à Aohashi par exemple, c'est que le premier tirage, alors je sais pas, chez Mangetsu combien ils tirent, mais s'ils avaient tiré à 10 000 exemplaires, le tome 2, ils en auront fait 12 000, et puis ensuite 15 000, 20 000, 30 000. Donc ce qui fait que le tirage initial des tomes suivants est supérieur à celui du premier, au tirage initial du premier. Alors après, il y a le réassort, évidemment, donc ça rattrape. Mais ce que je veux dire, voilà, il y a ces exemples, par contre, où plus ça va, plus le tirage initial des mangas augmente. Et ça, là, par contre, là, c'est signe d'un énorme succès, évidemment. Voilà les Cosmogeeks, c'est la fin de cette première partie d'interview. Ne manquez pas la deuxième partie dans un prochain épisode qui va arriver très prochainement. À bientôt. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience, merci de commenter, noter ou liker cet épisode sur votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et autres. Sur Multivers le podcast, tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.